Bonjour, je viens encore ce jeudi faire une analyse sur les sujets d'actualité, les sujets qui est sur toutes les lèvres des Congolais concernant la sortie prochaine du nouveau gouvernement. Tout le monde en parle, les gens sont dans les spéculations, les gens sont dans les pronostics. C'est par rapport au Conseil des ministres de vendredi, quand le président Félix avait flashé, il a dit que non, pour ceux d'entre nous, ce sera leur dernier Conseil des ministres, et prochainement, certainement, le vendredi qui viendra, certains ne se retrouveront pas dans la liste des nouveaux membres du gouvernement. Donc, là, les choses sont lancées. Tous les Congolais sont là à attendre le nouveau gouvernement qui viendra. Je ne sais pas cette fois-ci ce sera quel genre de gouvernement. Il y a un gouvernement de warrior. Et cette fois-ci, je ne sais pas s'il y aura quel genre de gouvernement. Moi, tant qu'analyste politique de la vie sociale, la vie politique, la vie culturelle de mon pays, et quand il y a un sujet comme ça, je viens faire mon analyse. Et je rappelle ici que mon analyse est objective, sans parti pris. J'essaie juste de voir qu'est-ce qui est bon pour le Congo, qu'est-ce qui ne sera pas bon pour le Congo. Au fait, dans mon analyse, j'essaie de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Et quand je fais une analyse, ce n'est pas une analyse partisane pour dire que je suis d'un parti, non. Je suis un Congolais qui a les soucis de son pays, et sans oublier que je suis un véritable patriote. Et si je fais cette parenthèse, parce que tout dernièrement j'ai fait une vidéo sur les sujets de Joseph Kabila, entre parenthèses, parce que beaucoup ont spéculé quand le procès de Kabila a commencé, le procès militaire, quand on a décliné l'identité de cet homme, on l'a présenté comme Congolais. Moi, j'ai trouvé ça de normal parce que jusqu'à preuve de contraire, il faut que nous, Congolais, nous puissions démontrer clairement qu'il n'est pas Congolais avec les documents. Voilà pourquoi dans ma vidéo, j'avais demandé que c'est la famille Kabila, originale, la famille Kabila, qui a les cartes en main. C'est cette famille qui va porter plainte officiellement au niveau de nos institutions juridiques pour dire qu'il y a un monsieur qui avait usurpé l'identité de notre famille. Voilà, nous venons porter plainte avec des preuves. C'est ainsi que nous tous là, qui croyons, moi je crois fermement que Kabila n'est pas congolais. Il est soit rwandais ou tanzanien, mais il faut des preuves pour confirmer ça. Ça c'est officieuse comme on dit. J'ai fait ma vidéo et curieusement dans les commentaires, certains m'ont traité de Rwandais, m'ont traité de n'importe quel nom. J'ai fait une analyse. Moi, je vais vous parler d'une anecdote. Dans le pays où je réside, j'ai une carte consulaire. Maintenant, il était question que j'aille renouveler ma carte consulaire parce que la carte consulaire avait atteint sa date d'expiration. Je devais faire un document et ce document m'exigeait une nouvelle carte consulaire. Je me pointe dans mon ambassade, ça veut dire la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo dans le pays où je réside. Quand j'arrive là-bas, on se connaît, je suis un ancien. Presque 70%, ou disons 80% du personnel de l'ambassade me connaissent. Le premier secrétaire me connaît, même l'ambassadeur lui-même, il me connaît. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci à cette étape-là. Mais il y a une chose, moi j'avais perdu mon ancienne carte. Je dois renouveler une carte pour qu'on me donne une nouvelle carte. Je me présente au service d'accueil là où on fait les cartes. Le frère aussi me connaît, il me dit « Ah papa, tu n'as pas amené ton ancienne carte ?» J'ai dit « Non, j'ai oublié, j'ai perdu mon ancienne carte. » Cela me dit, ah, mais on ne peut pas te rétablir une nouvelle carte. Il faut un document qui atteste que tu es congolais. Moi, je dis, oh.
Toi, tu connais que je suis congolais. Tout le monde ici connaît. Il dit non, papa, ça c'est l'administration. Dans l'administration, ils font un document qui atteste, qui approuve que tu es congolais. Moi-même, je sais que tu es congolais. Les autres là, il y avait un frère qui était à côté, il me dit, papa, je le connais, il est congolais. Mais au niveau de l'administration, c'est pas ça là, il faut un document, un papier. Je suis parti voir le premier secrétaire de l'ambassade, je dis, ah mais voilà le problème, j'ai oublié ma carte, tout ça. Il me dit, ah papa, exemple, il faut moi papier, mon robot. Ils ont l'accepté ça congolais. Bon, yo, albingana, vous êtes congolais, mais ah, vous avez les documents. On m'a fait sortir la liste de. Il y a des gros carnets là où on met les noms de tous les ressortissants. Malheureusement, il y avait, si c'est quoi, une circonstance qui a fait que certains documents ne se retrouvent plus dans notre ambassade. Parmi les documents perdus, les carnets perdus, là on affiche les noms. J'avais la malchance d'être parmi les documents perdus. Donc je me retrouve là, je ne peux pas faire ma carte consulaire dans mon ambassade auprès de mes frères congolais. Nous parlons la même langue. Nous nous connaissons depuis Kalakala, depuis des années. Parce que je dois être à jour administrativement par rapport à leurs conditions. Voilà. Je suis reparti à la maison. Je fouillais dans mes documents. J'ai retrouvé un certificat de naissance que j'avais établi à l'époque quand j'allais faire une opération. J'avais établi un certificat de naissance au niveau de l'ambassade. J'ai pris ce certificat de naissance, j'amène ça à l'ambassade. Ils ont dit voilà un document qui atteste, qui prouve maintenant que tu es congolais. Voilà comment ils ont pu me rétablir la carte consulaire. Vous voyez maintenant, c'était pas une question, non, je viens, je parle. Non, nous connaissons tous que Kabila n'est pas congolais, Kabila est rwandais. S'il n'est pas rwandais, tanzanais, donc il n'est pas de chez nous, il vient d'ailleurs. Mais nous devons maintenant brandir des documents officiels qui le prouvent pour les clouer. Même si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le ministère public s'hasarde à ouvrir un procès sur l'identité, la nationalité de Kabila. Le ministère public doit avoir des documents sûrs qui vont prouver la non-congolité de Joseph Kabila. S'il n'a pas ces documents, c'est lui qui va gagner le procès et nous risquons de lui donner la nationalité congolaise officiellement parce qu'on s'est mal pris. Voilà comment les gens n'ont pas compris, les gens m'ont traité alors que j'ai fait une analyse pour un intellectuel, pour quelqu'un qui comprend. Il va dire que non, le monsieur avait raison. Le monsieur avait raison. Donc nous devons tout faire. Quand Jean-Pierre Bemba est sorti, il a donné une information, mais il n'a pas donné les documents. J'ai suivi une vidéo de Atundu, Lyongo, les anciens du... Il démontre bien que Kabila était rwandais, tout ça là. Il a parlé, mais il n'a pas prouvé les documents. Ce sont les documents que nous devons déposer officiellement pour prouver qu'il n'est pas congolais. Donc c'était une parenthèse par rapport à la vidéo que j'avais passée, que d'autres n'ont pas bien compris. Ils m'ont traité de frères de Kabila, de frères de Rwandais, ils m'ont traité. Voilà pourquoi on dit souvent, si celui qui dit qu'il a compris les Congolais, il a compris vraiment les Congolais, c'est qu'il n'a rien compris. Les plus grands combats que Félix Tshisekedi mène actuellement, son plus grand ennemi, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Tutsis, ce n'est pas les M23, ce n'est pas la FCC, c'est la mentalité congolaise. Le plus grand ennemi de Félix Tshisekedi, c'est la mentalité congolaise. Si on avait une mentalité patriote, non corruptible, les Bachiwewe, les Bachibangu, tout ça n'allait pas trahir les pays. Bon, ça c'était une parenthèse. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était une parenthèse pour essayer d'éclairer. Et je vous demande, vous qui me suivez, de partager massivement mes vidéos pour ceux-là de nos compatriotes qui sont loin, qui peuvent aussi écouter et analyser mes analyses, s'il faut dire ça ainsi.
vous likez, vous me donnez un peu du tonus pour que j'avance. Et puis abonnez-vous massivement. Demandez à votre voisin, à votre parent, à votre famille de s'abonner. En vous abonnant, j'ai une visibilité de ma chaîne YouTube, a une visibilité et je pourrai vous atteindre facilement. Quand vous vous abonnez, vous appuyez la cloche de notification à chaque fois qu'une vidéo apparaît. Vous serez les premiers à avoir la notification pour suivre mes vidéos. Aujourd'hui, il y a un sujet que je veux aborder. Je vous demande à mes frères congolais de bien me comprendre. J'ai dit ici, je suis un analyste. Pour le moment, je fais de l'analyse politique, sans parti pris. Des analyses objectives. Tout le monde, j'ai écouté, parce que la vie sociale au Congo est alimentée par les rumeurs. Les rumeurs aussi alimentent la vie sociale. Maintenant, si vous êtes trop focalisé dans les réseaux sociaux, vous risquez aussi de vous perdre facilement. Il faut choisir, il faut faire un filtre pour comprendre les informations qu'il faut suivre. Beaucoup ont parlé que Fayoulou est parti voir le président de la République. Ils ont parlé, certainement, le prochain Premier ministre sera Fayoulou. Oh, le prochain Premier ministre de la République, ce sera Martin Fayoulou. Les autres disent, oh non, c'est Mouzite, Adolphe Mouzite, oh non. Quelqu'un de l'opposition, il doit certainement prendre Martin Fayoulou parce qu'il veut faire un gouvernement, pas d'union nationale, mais un gouvernement de cohésion et puis que toutes les sensibilités soient là. Mon avis personnel en tant qu'analyste, si le président Félix Tshisekedi commet, je ne veux pas appeler ça une erreur, commet la bêtise de choisir, de placer, de nommer Martin Fayoulou comme le prochain Premier ministre de la République, ça serait la plus grande erreur, la pire erreur de sa carrière politique. Ce n'est pas que Fayoulou n'est pas compétent pour être Premier ministre, mais dans le contexte actuel, Fayoulou ne peut pas être le Premier ministre de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Je vous donne mon analyse. Depuis les élections de 2018 ou 2019, Fayoulou n'a jamais accepté sa défaite. Il a toujours proclamé que c'était lui le président élu. Et ce slogan il est resté pour lui comme une casquette. Partout il passe président élu. Partout il passe président élu. Il va en Europe, il va en Amérique, il fait des conférences de presse président élu. Les élections de 2023, il n'a pas gagné, mais il continue toujours à porter ces casquettes-là. Président élu. Président, quand il fait son allocution quelque part, il dit président élu. La preuve en est que chaque année, il se permet de faire un message à la nation. Dans un pays où les lois sont strictes, Fayoulou n'a même pas le droit de s'adresser à la nation. Il peut faire un point de presse, mais il ne peut pas se mettre debout pour faire un message à la nation. Il le fait en tant que qui? Celui qui peut s'adresser à la nation, c'est le père de la nation, c'est celui qui est à la tête du pays, ça veut dire le président de la République. Et quand lui, il se permet des fois de prendre le micro et de dire que je veux faire un message à la nation parce qu'il se considère comme le président de la République. Or, ce n'est pas le cas. Fayoulou, c'est un monsieur qui est intelligent, qui peut bien diriger le pays, mais dans le contexte actuel, c'est Félix qui est président. La seule chose qui est là, s'il est démocrate, s'il a les soucis de son pays, il doit soutenir les actions du président, soit dans l'opposition. L'opposition, ce n'est pas toujours un marteau qu'on doit cogner sur la tête de celui qui... Non. Quand les actions sont bonnes, vous appréciez. Quand les actions sont mauvaises, vous dénoncez. L'opposition, c'est ça. Vous vous opposez pas à la nation qui dirige l'autre, vous vous opposez à son projet de société. Quand ce projet de société qui est présenté est mal orienté, mal dirigé, c'est là où vous vous levez pour faire votre position.
Mais M. Martin Fayulu n'a jamais apprécié même les efforts, même les initiatives que Félix Tshisekedi fait pour redresser le pays. Je disais dans une vidéo passée, même si les aveugles ne voient pas les efforts que Félix fait pour les changements qui s'opèrent dans ces pays, même par l'odeur, par l'odorat, même par les toucher, un aveugle peut comprendre que quelque chose de bon se passe. Pourquoi Fayulu ne peut pas être Premier ministre du Congo dans le gouvernement de Tshisekedi? Ça nous renvoie un peu dans l'histoire du Sénégal. Nous avons deux amis qui ont grandi ensemble, qui ont vécu ensemble, qui ont milité ensemble. Il y a un qui était un véritable leader, qui était au four et au moulin. Et l'ironie du sort, il a été arrêté, il a été placé en prison. Je parle d'Ousmane Sanko. Alors son ami qui militait aussi ensemble avec lui dans les mêmes partis, il a dit non, toi en prison, moi je vais continuer la lutte. Lui aussi il a continué la lutte. Son ami en prison, il a continué la lutte. C'était que Ousmane sortira de la prison bien sûr et puis il viendra reprendre sa place de leader pour les élections présidentielles. Et voilà que la loi sort qui condamne Ousmane Sonko à inéligibilité, donc il ne peut pas se présenter. Pour ne pas perdre ce pouvoir qu'il cherche tant, Sonko a dit à son ami Bassirou, toi, positionne-toi et tu vas gagner. Tous les militants, toute l'opposition se rabat vers Bassirou. Et il a fait une campagne vraiment soutenue, il est devenu président. Quand il devient président, bien sûr, il est devenu président de la République. Parce que son ami qui était là, celui qui était le mentor, n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu des contraintes politiques, c'est lui qui est passé. Si ce n'était pas des contraintes politiques, c'est Ousmane Sanko qui devait être président. Voilà maintenant qu'il est président. Mais sur le terrain, il y a une réalité. Bachir, c'est le président de la République. Il prend son ami, il le met Premier ministre. L'autorité supérieure de la nation, c'est Bachir. Comme disait un Sénégalais, si on ne respecte pas Bachir, on ne respecte pas le Sénégal. Mais l'erreur, c'est quoi? Ousmane Sanko, quand tu regardes son ami qui est président de la République, il ne voit pas le président de la République, il voit son ami, il voit son pote, il voit celui qui était derrière lui pendant la campagne, qui était comme son second. Il a cette vision. Et ça, c'est une erreur. La plus grande erreur qu'il avait commise, c'est d'aller proclamer publiquement que Bassirou n'est pas dynamique, il est trop mou, il est faible, comme ça. Il ne devait pas. Quand il a dit ça, il croyait qu'il parlait à son ami. Tu vas aller voir ton ami à la maison, tu lui parles. Mais là, c'est une institution, c'est un président de la République que tu parles. Les Sénégalais se sont levés, ils ont dit non, il ne peut pas parler comme ça au président de la République, même si le président de la République est mou, comme on le prétend. Mais il est le président de la République, c'est celui-là que le destin a choisi pour le Sénégal. Si vous parlez ainsi du président de la République, c'est comme ça que vous parlez de la nation. On a essayé un peu de recadrer Ousmane Sanko. Les gens même ont demandé à Bassirou de limoger son premier ministre qui est son ami. Il a dit non, il reste toujours mon ami, c'est mon frère. Certainement, on l'a tiré les oreilles. Vous savez, il doit respecter l'autorité qui a été établie, qui a été choisie. La Bible, nous sommes des chrétiens. La République du Congo est à 90% chrétien. Ça veut dire que nous connaissons la Bible. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Si pendant la campagne, pour faire partie Kabila, c'était Fayulu qui était en tête, c'était Fayulu qui avait la visibilité, mais le destin a fait de sorte que c'est Félix qui soit président.
La moindre des choses à faire, Fayoulou doit accepter que Félix est devenu président, c'est moi qui devais être là. Il accepte, il rumine sa défaite, il rumine sa colère, il laisse passer les prochaines échéances, il se prépare, il se positionne, peut-être c'est lui qui va passer. Mais lui, jamais, il n'a jamais considéré Félix comme le président. Il considère toujours Félix comme celui qui a volé son électorat. Maintenant, vous prenez une telle personne comme ça, vous le faites asseoir pour devenir Premier ministre. Et il vient avec quelles idées dans sa tête? Est-ce qu'il va se soumettre aux injonctions du président de la République? Est-ce qu'il pourra accepter facilement que le président de la République et le président Félix Tshisekedi puissent lui donner des ordres, des directives et puis qu'il suive? En tout cas, s'il le fait, c'est que cet homme-là est passé aux eaux de baptême, il a été baptisé par le Saint-Esprit, il a été conseillé, et il a compris les choses. Mais si ce n'est pas le cas, si Fayoulou devient premier ministre de la République, il sera un obstacle, une pierre d'achoppement pour l'avancement du pouvoir de Tshisekedi. Pourquoi quand Jean-Pierre Bemba est devenu ministre de la Défense, ça n'avait pas marché, ça n'a pas abouti? Pourquoi? Ça c'est mon analyse, c'est pas qu'on m'a dit, c'est pas écrit quelque part. C'était mon analyse. Tshisekedi n'a jamais été un chef de guerre. Tshisekedi n'a jamais tenu une arme. Mais Jean-Pierre Bemba c'était un chef de guerre. Quelqu'un qui maniait les armes. Quelqu'un qui avait une troupe. Quelqu'un qui avait des hommes armés à sa disposition. Celui qui contrôlait une rébellion. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle l'arme, la guerre. Mais on dit que le président de la République, c'est lui le commandant suprême de l'armée. Donc il a des ordres à donner aux officiers de l'armée. Il a des ordres à donner au ministre de la Défense. Moi, je parie, je suppose, c'est une supposition, je parie que quand Félix appelait Jean-Pierre Bemba pour lui dire que voilà, là il faut qu'on fasse ça, on fasse ça, voilà, l'armée, voilà. Jean-Pierre Bemba lui parlait toujours au président. Moi, c'est mon domaine, moi je connais. Toi, reste seulement calme, regarde comment je veux faire. Quand le président veut dire, oh non, pas le président, moi j'ai déjà eu l'expérience, tout ça là. Ça ne pouvait pas marcher. Voilà pourquoi le président a préféré l'enlever parce qu'il ne l'écoutait pas. Il a pris Mwadi Mvita, quelqu'un qui va être sous ses ordres, sous sa direction. Quand il dit à Mwadi Mvita, fais ça, Mwadi Mvita comprend et puis il s'exécute. Voilà un peu les analyses du pouvoir. Martin Fayoulou, Premier ministre de la République, ça ne peut jamais marcher. Il y a une question d'orgueil, il y a une question de personnalité. Et puis, quand on veut prendre Martin Fayoulou pour mettre Premier ministre de la République, on tue la démocratie au Congo. La démocratie, c'est un jeu politique, il faut qu'il y ait le pouvoir, il faut qu'il y ait l'opposition. Actuellement, quand on parle de l'opposition au Congo, on voit qui? Katumbi, lui, il s'enfuit seul, il est parti en exil. Il n'a jamais fait l'opposition. Kabila, qui était un allié, qui n'est plus allié, qui fait une opposition armée. C'est Fayoulou qui devait être un opposant, qui devait être dans l'opposition, chef de file de l'opposition. Il devait avoir sa troupe, tous les partis qui se sont alliés avec lui dans l'opposition pour faire ces jeux politiques. Maintenant, si Fayoulou lui vient, il devient Premier ministre. Ça veut dire que l'opposition au Congo n'existe plus. Là, nous partons au monopartisme. On aura maintenant un parti unique. Voilà ici mon analyse, bien aimé. Dire que Fayoulou, Premier ministre de la République, c'est faux. Pour moi, pour mon analyse. Et de deux, le président, certainement, le prochain gouvernement, il va initier des actions
Le gouvernement qui sortira, c'est sur un canevas, un programme à suivre. S'il Fayoulou est Premier ministre et qu'il suit bien ses programmes, et à la fin, il y a une réussite totale, il va attribuer cette réussite à sa personne, à sa personnalité. Il va dire que voilà, maintenant, moi, je suis là, les choses marchent parce que je maîtrise, c'est moi qui devais être là. Ça serait un chantage politique. Si SID, le parti de Fayoulou, veut participer aux efforts de reconstruction, Fayoulou peut donner certains de ses membres, des intellectuels comme ça, pour être au gouvernement. Comme ça, il aura aussi un contrôle de ce qui se passe par ces ministres qui seront présents dans le gouvernement. Mais lui, être Premier ministre, ça ne passe pas. Et puis le prochain gouvernement, si le président nous suit, il y a beaucoup qui font des analyses, qu'on laisse l'histoire de prendre les ministres qui viennent de partis satellites, de partis qui ont coalisé avec l'UDPS pour faire la majorité. Le problème avec ces ministres-là, c'est quoi? Les grands partis comme les partis de Kamere, les partis de Bahati, qui ont donné des voix à Tshisekedi, ils avaient droit à certains ministres. Maintenant, le problème avec ces ministres, c'est quoi? Quand ils viennent là, de un, ils viennent représenter leur autorité morale. Ça veut dire les présidents du parti. Prenons par exemple l'UFC de Kabila, les partis de Vital Kamerhe, je ne sais pas si c'est quel parti. Vital Kamerhe a certains de ses membres qui sont ministres dans le gouvernement de Tshisekedi. Et ce ministre, il est là d'abord pour Kamerhe, qui est son mentor. Il doit tout faire pour donner satisfaction à sa famille politique. Et il doit tout faire pour donner satisfaction à son parti politique. Il doit tout faire pour donner satisfaction à son mentor, qui est le président du parti. Et en dernier ressort, il doit faire un effort pour lui-même, pour sa famille, pour ne pas sortir de là bramballant. Il va tout faire pour aussi quelque chose. Vous savez, il fournit des efforts pour plusieurs personnes. Ça veut dire les efforts qu'il va fournir pour la nation, pour les postes pour lesquels il a été nommé, il va fournir peut-être 2 ou 3% des efforts. Voilà pourquoi nous nous retrouvons avec les ministres sans audience, des ministres qu'on ne connaît pas, des ministres qui viennent là seulement pour chauffer les bancs, chauffer les fauteuils, des ministres qui viennent là pour marquer leur présence au Conseil des ministres, des ministres qui sont là mais qui n'ont jamais été là parce qu'on ne les connaît même pas. Je ne sais pas si je connais même le ministre des Affaires sociales du Congo. Je ne le connais même pas. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Je ne sais pas si c'est pour lui le sport, c'est le football seulement. Alors que la RDC, nous avons des capacités en matière de sport. Quelqu'un qui exploite ces domaines, le Congo ira loin. Dans les domaines des sports, dans tous les disciplines des sports, nous avons des compétences. Basket. À l'époque de Mobutu, c'est le basketball féminin congolais qui était au top en Afrique. Basketball masculin à l'époque de Onatra, tout ce monde-là. C'était au top. Il y a les baskets, il y a les karatés. Je me rappelle bien que vous suivez chaque jeudi à la télé, jeudi choc avec des judokas. Les judokas. Il y avait toutes les disciplines étaient vraiment en ébullition. Mais quand nous avons maintenant des ministres qui sont limités, qui ne voient pas au-delà de au-delà du mur, et ils sont limités par leur champ de vision, ça ne peut pas marcher. Vous allez faire un partenariat avec Barcelone, donner beaucoup d'argent à Barcelone, si c'est pour faire quoi. Pendant 7 ans ici, les championnats ici, Lambine,
Hein? On peut exploiter l'argent qu'on donne ailleurs, là, les Barcelonais, tout ça, faire exploiter les championnats, le Momona foot, les championnats locaux, les quartiers, tout ça là, c'est là où on déniche les valeurs. Je me rappelle dans mon passé quand je jouais c'était quoi, Manque Presse. On jouait avec un joueur là qu'on appelait Yende. Au quartier, mais il s'est retrouvé un jour dans Vita Club. Il s'est retrouvé dans Vita Club. C'est dans les championnats du quartier comme ça, les terrains à Sosa, on a vu à notre époque le Bamoutubi, les Santos, tout ça, les joueurs au terrain d'Assosa à Kassavou là-bas, le terrain à Sosa. Le terrain de Bondo, il y a des gens qui jouaient. Mettez-nous des ministres qui peuvent faire quelque chose sur le terrain. Constant Moutamba aujourd'hui, s'il est beaucoup combattu, c'est pas seulement au niveau de le ministère de la Justice ou au niveau du barreau, quoi. Même au sein de son gouvernement, il y avait des gens qui les combattent. Quand il dit qu'un ministre qui vient, qui passe tout son mandat, même pas une réforme, même pas une action, c'est un touriste. Il vient faire le tourisme avec le gouvernement. Il a été mal pris, mais il a été mal. Cette fois-ci, nous voulons voir un gouvernement des actions sur le terrain. Pas un gouvernement de figurants. Des gens qui vont rester là sur le terrain. On n'a jamais appris qu'ils existent ou qu'ils ont fait quelque chose. Pas d'action sociale de grande envergure qu'on peut dire que le ministre des Affaires sociales avait existé. Le ministre de l'Environnement avec des nids de poules partout, avec je sais même pas quoi, là, les poubelles, tout ça là. Il faut qu'on voit quand même sur le terrain que le ministre a essayé de faire quelque chose. Que le ministre a essayé de faire quelque chose. On voit. Même si ça n'a pas donné à 100%, mais les gens diront que non, lui là, il a essayé de faire quelque chose. On voit ce que Moutamba a fait. Le pays était complètement envahi par des braqueurs, par des Koulouna. Il a fait quelque chose. Et aujourd'hui, on voit l'impact de son passage dans ces ministères. Il a été... ils ont travaillé de pair avec son collègue de l'intérieur, Jacques Chabani. On voit sur le terrain que le monsieur essaie de faire quelque chose. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, bien sûr c'est le ministre de la Communication du gouvernement, c'est lui le porte-parole du gouvernement, mais au niveau de son ministère, il doit essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas, c'est lui qui s'occupe de l'Internet au Congo, qui s'occupe de la communication par satellite, par les fibres optiques, tout ça là, pour se connecter, pour être en connexion au Congo, pour parler avec quelqu'un sur WhatsApp, c'est tout un problème. Qui doit résoudre ces problèmes? Qui est chargé de résoudre ces problèmes de communication? Aujourd'hui, le monde est tellement évolué, le monde est numérique, le monde est dans les réseaux. On communique directement avec WhatsApp, avec Facebook, facilement. Mais pourquoi au Congo, il y a toujours un problème? Au moment où nous savons que notre Congo, c'est le pays solution. C'est le pays solution où toutes ces choses se passent. On veut voir sur le terrain des réformes, des réformes. Le ministre de l'Éducation nationale qui nous amène des réformes constructives. Ce n'est pas des réformes qui vont détruire le pays. Elle veut nous amener une réforme là que les filles en grossesse doivent continuer à aller à l'école, mais on aura des lycées, des collèges ou toutes des écoles primaires où les filles seront toujours enceintes parce que c'est maintenant autorisé. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons grandi avec une éducation de base que l'enfant, il doit d'abord suivre son école, ses études pour penser à la grossesse après. Mais si on leur donne une caution, une garantie, mais avec la grossesse, tu peux toujours aller à l'école. On aura une école, une salle de classe, s'il y a 20 filles, 20 grossesses. Ce sont des choses, des réformes qui n'ont pas été bien réfléchies.
Nous voulons un ministre qui va nous amener à avoir l'histoire de la révision bien constitutionnelle, amener une nouvelle constitution. Ça veut dire que ça doit partir de quelque part avant que les gens n'y arrivent. Si aujourd'hui Kabila n'est plus sénateur à vie, parce qu'il y a un ministre qui a initié cette action, et les gens ont suivi, ça aboutit. Ça peut aussi commencer par un ministre, et puis ça suit son concours, et puis ça aboutit. Mais si nous avons des ministres qui sont là seulement, le conseil des ministres, on les voit là, avec leurs carnets, je ne sais même pas ce qu'ils écrivent. Ils ne foutent absolument rien. On n'est pas là à voir des visages que nous sommes habitués à voir, ça veut dire des visages familiers, même s'ils ne font rien. Maman F. Bazaï Bassi, elle est à court d'idées. Elle est à court d'idées. On doit la mettre elle doit prendre sa retraite, elle doit laisser la place à celle qui peut avoir des idées. On connaît des gens, on connaît des citoyens congolais qui s'illustrent dans certains domaines. Ici, là, je ne fais pas la publicité de quelqu'un, je ne fais pas l'apologie de quelqu'un, mais je parle de ce que je vois. Un monsieur comme Eliezer Tambwe, il fera bien un ministre des Affaires sociales. À son époque, quand il avait, avant d'abord qu'il crée son parti politique, avant qu'il crée son parti politique, il avait son mouvement, mais il s'occupait des paralytiques, il s'occupait des nécessités. Il n'était même pas, à l'époque, député, il n'était même pas ministre, il n'était pas député, il n'avait pas un parti politique. C'était un monsieur, un Congolais, moi, Nankolo Lupango. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on n'a jamais mangé ensemble, on n'est jamais resté ensemble quelque part pour dire que non, le monsieur a fait la promotion de Eliezer Tambwe. Non, c'est un monsieur que j'ai connu dans les médias. Dans les médias de Kalakala. Avant même que Kabila, avant même que Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Les gens qui se sont battus là, des fois ils passaient des émissions dans des endroits bizarres, tout ça là. Et on a vu sur le terrain ses actions. Et c'est un monsieur que le peuple écoute facilement. Mais pourquoi ne pas le mettre ministre des Affaires sociales? Voilà. Ministre des Affaires sociales. On veut bien des ministères qui doivent bouger. On voit sur le terrain des actions, des idées. Un ministre doit être là, faire des propositions. Ça veut dire dans sa tête, dans sa base ministérielle, dans son petit noyau du ministère. Il doit y avoir des gens qui réfléchissent. Ils ont réfléchi à une idée, ils amènent ça au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. Ils disent que non, voilà, nous avons pensé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le ministre de la communication, de transport, à propos des embouteillages, voilà ce que nous avons réfléchi. Voilà, voilà, voilà. Mais les gens sont là chaque vendredi, ils sont assis. Quand Mouya vient annoncer les comptes rendus du gouvernement, il n'y a rien d'attrayant, il n'y a rien qui peut dire que oh non, cette fois-ci, on va voir que ça va faire. On veut que les choses changent. On veut que les choses changent. Et moi, j'ai parié que le premier ministre Soumina Judith était meilleur, a beaucoup travaillé quand elle était ministre de la planification, certainement une planification. Quand elle avait initié les 145 territoires, elle était active par rapport à là où elle est venue s'asseoir pour devenir premier ministre et donner des ordres, mais rien ne s'est passé sur le terrain. Elle était dynamique. Elle a initié des actions. Des femmes comme Kaikwamba Thérèse, ce sont des femmes dont nous avons besoin dans notre gouvernement pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, là, le gouvernement congolais, ça veut dire la République démocratique du Congo, n'est plus une république qui joue les amateurs. Ça veut dire qu'elle a franchi un niveau où elle joue maintenant au haut niveau. Champions League, la Ligue des champions. Dans le Conseil des Nations, la RDC joue la Champions League. Ça veut dire que la RDC est assise
est assise avec les grands de ces pays. Trump prononce facilement aujourd'hui le nom de la RDC. Le président de la Chine, Xi Jinping, prononce le Poutine. La RDC, ce n'est pas un pays qui est caché. Alors nous devons avoir des ministres qui répondent favorablement, qui répondent positivement à ce niveau que nous avons atteint. Voilà pourquoi on dit que le président Félix Tshisekedi a du boulot. Il a du boulot. Des fois, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place, à telle place, à telle place? Qu'est-ce qu'il faut-il mettre? Franchement, s'il fallait donner un prix à tous les ministres qui sont passés depuis la nomination de leur gouvernement jusqu'à aujourd'hui, où on tend à un remaniement ou bien un changement de certains ministres, s'il faut donner le prix qui est le meilleur reste et restera toujours pour l'instant Constant Mutamba. Le jeune est venu avec des idées. Il n'a pas hésité à braver l'interdit, à poser des actes que les autres n'arriveront jamais à poser. Il y a un président d'un pays, je me rappelle plus bien, un pays, quand son premier ministre forme le gouvernement, alors il nomme le ministre, il dit à chaque ministre de former un projet. Après quelques jours, il reçoit les ministres qui ont fait des projets. Chaque ministre amène son projet pour dire que moi, quand vous m'avez nommé pour un mandat de 5 ans dans votre gouvernement, dans 5 ans, voilà ce que je dois faire. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Vous ferez ça, bon, ça vous demande combien? Oh, il me faut au moins 20 millions, 30 millions de dollars pour réaliser ces projets avec mon équipe. Ministre des Finances, le ministre a un projet, il faut satisfaire à ses besoins, il doit faire. On donne les 20 millions de dollars au ministre. On les laisse travailler. Pendant le conseil des ministres, le président ne demande rien. Mais qu'est-ce que le président fait? À chaque fin du mandat, il appelle les ministres, chaque ministre. Vous avez dit que vous allez construire 2 stades, une piscine, et puis vous allez faire ça, Ou je vais déjà après déjà les inaugurer, ou bien donnez-moi la date de l'inauguration, comme ça je viendrai inaugurer. Quand les ministres commencent à dire, oh non, monsieur le ministre, oh non, monsieur le ministre, oh, voilà, paf, le ministre va goûter à la prison. Parce que tout ce qu'il avait besoin pour faire ce travail, on l'a donné. Mais pourquoi le travail n'est pas fait? Ministre Nicolas Kazadi, on va faire des lampadaires, on va mettre les lampadaires sur la ville de Kinshasa, on va faire des puits pour donner l'eau à ceux qui en manquent, tout ça là. Il te faut combien? Autant de dollars, on lui donne ça. Nicolas Kazadi devait appeler le président pour couper le ruban. Voilà le travail qui a été fait, au lieu de donner des explications. C'est comme ça qu'on doit faire à chaque ministre. Toi, on te nomme ministre de l'Environnement. Oh, laissez-moi le temps d'étudier mon ministère. Va, étudier mon ministère, viens introduire ton projet, on va voir ça. Et après 1 mois, il vient. Non, président, moi j'ai étudié pour moi, pour que je réussisse, voilà. Il te faut combien? Il me faut 120 millions de dollars. Bon, ministre des Finances et des Budgets. Le ministre a 120 millions de dollars pour tel projet. On décaisse, on lui donne son argent. Que l'argent ne soit pas une raison qu'ils disent que non, on n'a pas pu aller jusqu'à la fin parce que l'argent faisait défaut. On te donne tout l'argent. Mais à la fin, il faut que tu donnes une date précise où le président viendra couper le ruban. Si ce n'est pas le cas, tu vas couper le ruban en prison. Voilà des choses qu'on peut engager. Des choses comme ça. Ça fera de sorte que chaque ministre qui prend un engagement, que chaque ministre qui est engagé dans ce gouvernement, à la fin, c'est le devoir et il doit présenter
son résultat, le devoir du résultat va animer chaque ministre. Chaque ministre, les ministres des sports. Oh non, on voit que tous nos stades du quartier sont en mauvais état. Stade municipal de Bandalungwa, stade Vélodrome de Kitambo, le stade de 24 novembre, stade de le terrain de Bondo, le terrain d'Assosa, tous ces terrains-là ne sont pas en bon état. Voilà pourquoi ça freine un peu l'évolution. Il y a des petits terrains que nous avons depuis laissés pour jouer au football, comme à Lemba, il y a le terrain de Méfé. À Mumbai, là-bas, il y a le terrain d'Asmara. Tout ça, là, si j'ai encore bonne mémoire. Il faut combien? Oh, monsieur le président de la République, pour bien entretenir ces aires de jeu et puis donner vraiment quelque chose de bon à tous nos amateurs de sport, sans oublier le terrain de football, le terrain de natation. Je dis tous les sports doivent être privilégiés. Combien? Au moins, c'est 200 millions de dollars. Bon, ministre des Finances et des Budgets, qui peut vous du ministre des Sports 200 millions de dollars. Je veux venir couper les ribans. Et si ce n'est pas le cas, en prison. Il est temps pour le président Félix de passer à une autre vitesse. Nous sommes arrivés à une étape de notre pays où les échecs sont proscrits. Les échecs c'est une honte. Les États-Unis d'Amérique viennent maintenant chercher à investir, chercher à manager avec le Congo. Ce n'est pas pour aller dans les échecs, c'est pour aller de l'avant. Celui qui peut, il le fait. Celui qui ne peut pas, on le met de côté. Voilà un peu là où nous en sommes. Donc je reviens par rapport au sujet de ma vidéo. Martin Fayulu, Premier ministre. Ça c'est mon avis personnel. Martin Fayulu ne peut pas être un bon Premier ministre dans un gouvernement dirigé par Félix Tshisekedi. Il y a une question d'ego, une question d'honneur, une question d'humilité. Ça ne peut pas marcher. Donc, publiez massivement ma vidéo, likez pour ceux qui aiment ma vidéo, partagez et donnez-moi beaucoup d'abonnés. Ça me permettra d'aller encore de l'avant. Que Dieu vous bénisse.